Ok. Donc, nous allons poursuivre sur l'anatomie du système vasculaire. On avait vu l'autre jour qu'il y avait une petite circulation pulmonaire et une grande circulation systémique. Et ce qui était à retenir, les trois, quatre points à retenir, c'est que la circulation pulmonaire était caractérisée par le fait que la circulation artérielle était faiblement oxygénée, alors que le retour veineux était fortement oxygéné. C'est à l'inverse de la circulation systémique. Et pour la circulation systémique qui prend naissance au niveau de l'aorte, on avait vu que les artères portaient le nom des territoires qu'elles traversaient ou des territoires qu'elles irriguaient. Donc, traversaient par exemple l'aorte thoracique ou abdominale, et pour les territoires qu'elles irriguent, par exemple l'artère hépatique ou l'artère rénale ou l'artère mésentérique. De même pour les veines qui repartaient de ces organes, telles que la veine rénale ou la veine hépatique, et qu'on allait avoir deux veines qui allaient revenir au cœur, la veine cave inférieure et la veine cave supérieure. Je vous rappelle que la veine cave inférieure correspond à tout ce qui se trouve sous le diaphragme, alors que la veine cave supérieure correspond à tout ce qui est au-dessus du diaphragme. Alors vous avez, peut-être que je vais mettre en présentation, vous avez ici l'ensemble des veines et des artères qu'il vous faudrait normalement connaître. Au niveau donc des artères, il vous faut absolument évidemment connaître l'aorte. Donc il vous faut connaître l'aorte qui part du cœur, qui est ici, qui part là. Il vous faut savoir que les artères qui vont irriguer la partie céphalique, c'est les carotides, avec une carotide interne et externe, qui partent à partir de la carotide commune. Il vous faut savoir que les artères qui vont irriguer les membres, ce sont les artères sous-clavières. Puis, il vous faut savoir qu'au niveau des membres inférieurs, vous avez une irrigation par l'artère iliaque, interne et externe, que vous avez l'artère fémorale au niveau de la cuisse, l'artère tibiale au niveau donc, du tibia. Et puis pour les organes, il vous suffit de savoir que les artères portent le nom de l'organe qu'elles irriguent. Artère hépatique, artère rénale, artère mésentérique, que dire encore, voilà. Pour les veines, eh bien les veines, pareil, elles vont porter le nom de l'organe dont elles proviennent, telles que la veine pulmonaire, enfin les veines pulmonaires, ou telles que les veines rénales ou hépatiques. Et puis, il vous faut savoir qu'au niveau du retour veineux, au niveau des membres inférieurs, vous avez la veine saphène. Pour information, c'est au niveau de la veine saphène que l'on fait des prélèvements pour faire des pontages au niveau cardiaque et plus particulièrement au niveau de la veine saphène de la cuisse. Au niveau de la main, on va avoir les veines digitales qui vont irriguer les extrémités. Ensuite, il vous faut connaître donc les veines iliaques communes qui correspondent au retour donc du membre inférieur. La veine sous-clavière qui est ici et qui correspond au retour des membres supérieurs. La veine jugulaire qui correspond au retour de la partie céphalique. Enfin, il vous faut savoir que vous avez une veine cave inférieure ici et une veine cave supérieure qui est ici, et que la veine cave inférieure et la veine cave supérieure vont aller se jeter dans l'oreillette droite. Voilà à peu près les segments que vous devez connaître pour la suite, pour ce cours. Vous devez connaître ces vaisseaux principaux au niveau artériel et au niveau veineux. Alors pour cette circulation artérielle périphérique, enfin pour cette circulation périphérique, je vais y arriver, on va dire quelques mots d'une circulation particulière qui est la circulation coronarienne, qui est la circulation fonctionnelle du cœur.
Alors, cette circulation, le cœur ne va pas fonctionner grâce au sang qui passe dans ses cavités. Le cœur, il va pouvoir fonctionner grâce à cette circulation coronarienne qui va apporter les éléments nécessaires au métabolisme des cellules musculaires et connectrices du cœur. C'est pour ça qu'on parle de circulation fonctionnelle. Alors, cette circulation coronarienne, qu'on appelle couramment les coronaires, elle comporte une portion artérielle, un segment artériel et un segment veineux, bien évidemment. Ici, vous avez sur cette illustration cette circulation coronarienne et vous voyez qu'elle enrobe l'ensemble du cœur et qu'elle prend naissance au niveau de la base de l'aorte, comme vous le voyez ici, juste au-dessus des veines sigmoïdes. Et elle va prendre naissance sous la forme d'une artère coronaire gauche et d'une artère coronaire droite. Ces artères vont se subdiviser en deux artères circonflexes, que vous avez ici, et en faisceaux descendants, que vous avez ici. Et dans ces faisceaux descendants, vous avez l'artère interventriculaire antérieure qui est ici, l'artère interventriculaire antérieure, et l'artère ventriculaire postérieure qui est là. Enfin, vous avez l'artère marginale qui est descendante ici. Correspond à ça. Donc, droite-gauche, circonflexe, descendante, avec l'artère interventriculaire antérieure, l'artère interventriculaire postérieure, qui est là, et l'artère marginale qui descend sur le côté. Monsieur, Oui. vous aviez dit qu'elles prenaient naissance où, les artères coronaires? Au niveau de l'aorte, vous avez l'aorte ici. D'accord. Et donc, elles prennent naissance à la base de l'aorte, ici. Là, on ne le voit pas très bien sur ce schéma. Donc là, il faut imaginer que vous avez les valves sigmoïdes. Et à la base, ici, vous avez ces artères. Ce qui veut dire que quand le sang est expulsé, très rapidement, vous voyez, il irrigue les coronaires. Ce qui est bien évidemment important pour le fonctionnement cardiaque. C'est ce qui vous explique la perfusion Langendorf qu'on a vue l'autre jour. On perfuse via l'aorte. Et je vous ai dit, il ne faut pas forcer les valves sigmoïdes. Donc si on perfuse par le haut, vous voyez, par l'aorte, par gravité, eh bien, le sang va s'écouler par les artères coronaires. Et donc, ça va permettre au cœur de fonctionner dans ce système de perfusion de Langendorf. J'ai oublié une diapo, je m'aperçois, dans ce cours que j'ai refait. Donc, parallèlement à cette circulation artérielle, et c'est ça qui vous manque sur ce document, vous avez évidemment une circulation veineuse. Et là, le retour veineux est vraiment parallèle à cette partie artérielle. Je mettrai, je pense, le document veineux sur la... Je compléterai cette diapo. Je pensais qu'il était dessus, mais en fait, je me suis trompé. Donc, il faut imaginer que parallèlement à ce schéma artériel, vous avez à peu près le même schéma du retour veineux. En effet, ce retour veineux, il comporte une grande veine du cœur. Donc là, évidemment, je monte sur l'artère, hein, mais ça, vous verrez sur le schéma que c'est à peu près la même désignation. Donc vous avez une grande veine du cœur, une veine moyenne du cœur qui est au milieu et une petite veine du cœur qui est à droite, sur le cœur droit. Et ces trois veines vont se déverser dans le sinus coronaire. Il faut imaginer que vous avez trois veines qui remontent et qui se jettent dans le sinus coronaire, qui est une veine qui se place comme ça.
Et ce sinus coronaire, il va se déverser dans l'oreillette droite. Alors, cette circulation coronaire, oui, je ne dis plus grand-chose d'ailleurs sur cette circulation coronaire, en effet. Cette circulation coronaire, elle est intermittente, c'est-à-dire que lors de l'activité contractile cardiaque, certains segments sont écrasés lors de la contraction. Donc, on a une circulation qui n'est pas forcément continue. Ces artères sont de très faible diamètre et donc sont très sensibles aux dépôts lipidiques et en particulier à la formation de plaques d'athérome. Je me suis trompé. Il faut que je remette ça. Oh, c'est pas vrai ça. Bon, j'ai eu un bug là. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on vous entend. Ouais. J'ai eu un bug en voulant partager ma tablette. Voilà, ok. Donc, je ne sais plus ce que je disais. C'était quoi? Retour veineux des carotides. Oui, donc ces artérioles vont être très sensibles à la formation des plaques d'athérome. Et donc ces plaques d'athérome, si vous regardez le vaisseau, en fait, ça va former des dépôts lipidiques que je vais faire en vert, qui vont former des espèces d'amas comme ça, qui vont s'agréger à la paroi de l'artériole. D'accord. Et c'est ce qui va rétrécir ces plaques d'athérome, donc ces dépôts lipidiques, qui vont rétrécir les coronaires. C'est ce qui va donner lieu donc à une mauvaise oxygénation. C'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Donc, angine de poitrine quand on a une mauvaise oxygénation. Et lorsque l'on a la formation, ça va être favorable également à la formation de thrombus, donc de caillots. Donc c'est favorable à la formation de thrombus ou de caillots, ce qui va bloquer l'oxygénation et c'est ce qui donne lieu à l'infarctus. L'infarctus, ça correspond en fait à une artériole qui devient non fonctionnelle. Si on fait une coronographie, on verra un truc comme ça. Et donc cette région-là n'est plus oxygénée. Et donc ça va donner lieu donc, à un infarctus, c'est-à-dire un infarctus qui correspond en fait à une ischémie, c'est-à-dire une mauvaise oxygénation des cellules. Et si on a une mauvaise oxygénation des cellules, il faut savoir que ça va engendrer une dépolarisation de la cellule. Et la cellule va développer une activité automatique. Ce qui est gênant en particulier au niveau ventriculaire, car ça peut entraîner donc une fibrillation. Comment y remédier? Eh bien, on va y remédier en enlevant ce thrombus, donc déjà par une stratégie pharmacologique pour dissoudre le thrombus.
Et puis, on va mettre ce qu'on appelle des stents, qui sont en fait des petites, comme des bagues grillagées. Alors avant, j'avais tout ça en document, mais pour gagner du temps, je vais enlever. Voilà, un stent, ça ressemble à ça. Donc, on introduit des stents au niveau de la région. Ici, par exemple, si on a une région qui est resserrée, donc on approche le stent qui est en fait écrasé avec un ballonnet interne que je vais faire comme ça. Et en fait, on gonfle. Et donc, quand on gonfle, bien évidemment, le grillage va repousser les parois. D'accord. Ensuite, on enlève le ballonnet. Et donc, la circulation peut de nouveau se faire. Donc, on va placer des stents comme ça pour rétablir la circulation. L'autre moyen de pallier à ce problème-là, c'est de faire ce qu'on appelle des pontages. C'est-à-dire qu'on va prendre une veine, souvent une partie de veine saphène, et puis on va dériver cette région avec celle-là, c'est-à-dire qu'on n'irrigue plus ici, mais on rétablit cette circulation coronarienne ici pour assurer au mieux le fonctionnement cardiaque. Donc on peut mettre plusieurs stents, par contre on peut ponter, mais le pontage a des limites évidemment. On peut faire un pontage, deux pontages, au-delà, 3 pontages, 4 pontages, c'est que le cœur commence à être bien touché et donc on risque d'avoir plus tard des problèmes d'insuffisance cardiaque. Voilà pour la petite pause. Sur les coronaires et donc l'intérêt donc de contrôler le profil lipidique de l'individu pour éviter ces dépôts et cette formation des plaques d'athérome. Et donc on était là dans anatomie du système vasculaire et donc on va passer à grand 4B. Cellules musculaires lisses. Donc, je vous remettrai le document où je rajouterai la circulation veineuse coronarienne, puis je remettrai, je pense, une diapo sur les stents pour que vous ayez un document en tête. Alors, l'élément important dans le système vasculaire, ça va être la cellule musculaire lisse. On a vu qu'on avait une couche musculaire. On va le voir après. Et donc, cette cellule musculaire lisse va contrôler finalement le diamètre des vaisseaux en contrôlant les processus de vasoconstriction et de vasodilatation. Alors cette cellule musculaire lisse, je vais l'introduire un peu plus parce qu'on va la voir également dans le système digestif plus tard. Donc ces cellules musculaires lisses vont contrôler les processus de vasodilatation et de vasoconstriction. Alors ces cellules musculaires lisses, donc, à quoi elles correspondent? On peut considérer que la cellule musculaire lisse est un peu une cellule primitive, contractile. Entre guillemets, bien évidemment. Pourquoi une cellule primitive contractile? Parce que donc, ce sont des cellules fusiformes, comme on le voit ici. Ces cellules fusiformes vont soit former des muscles multiunitaires ou des muscles unitaires. Alors ici, vous avez un muscle unitaire, c'est-à-dire que les cellules vont être connectées entre elles. Et cette couche musculaire va fonctionner de façon intégrée. Là, vous avez encore un muscle unitaire. On voit que les cellules sont connectées entre elles. Et donc, on aura un fonctionnement connecté, un fonctionnement homogène de ce muscle. On peut avoir du muscle multiunitaire et dans ce cas-là, les cellules musculaires lisses sont totalement déconnectées les unes des autres. Alors pour
les vaisseaux, on va avoir un muscle lisse unitaire, et ce sera la même chose dans le système digestif. Alors, si vous regardez ces cellules, vous voyez qu'elles sont mononucléées, fusiformes, et vous voyez qu'on ne remarque pas de striation comme dans le cœur ou comme dans le muscle squelettique. C'est pour ça qu'on parle de muscle lisse. En effet, on ne va pas avoir une organisation du protéome contractile sous la forme de sarcomère et sous la forme de myofibrilles. On a vu dans le cœur qu'on avait des myofibrilles, qu'on avait des sarcomères qui étaient l'élément contractile unitaire. On n'a pas ces structures dans le muscle lisse. Au niveau du muscle lisse, on va avoir des faisceaux de protéines contractiles, comme schématisé ici. Ces faisceaux de protéines contractiles sont constitués d'actine et de myosine. Filaments épais de myosine et des filaments fins d'actine. Mais les filaments fins d'actine sont reliés au niveau de structures protéiques qu'on appelle les cordances. Ces cordances peuvent être ancrées à la membrane. Et donc, c'est le raccourcissement de ce faisceau entre deux cordances par glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine. Donc, c'est le raccourcissement de ce faisceau entre deux cordances par le glissement des filaments fins d'actine par rapport aux filaments épais de myosine, qui va entraîner la contraction et le raccourcissement de la cellule. C'est ce que vous voyez ici. On a un raccourcissement de ces faisceaux et on voit cette contraction de la cellule. De par cette structuration, la cellule musculaire lisse va pouvoir fortement se déformer. Et c'est une de ses caractéristiques, la potentialité à se déformer de façon importante. Lorsqu'on a des sarcomères, les sarcomères vont bouger, se raccourcir, et finalement la structure elle-même ne bouge pas, vous voyez. Donc la forme de la cellule musculaire squelettique et cardiaque n'est pas transformée. Elle se raccourcit, elle développe une force, mais la forme même de la cellule est conservée. Ici, par contre, on voit qu'on a une déformation de la cellule. Et cette déformation possible est nécessaire pour le muscle viscéral, et le muscle lisse est le muscle viscéral. L'autre particularité de ces cellules, ce sont les cavéoles que vous avez ici, ou cavéolés. Moi, je parle souvent de cavéoles. Ces cavéolés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des invaginations de la membrane que vous retrouvez ici sur cette microscopie électronique. Et c'est en quelque sorte une ébauche du système tubulté que l'on trouvait sur les cellules striées. On n'a pas ces invaginations que l'on retrouve dans le cœur, mais on a quand même des dépressions comme ça qui correspondent aux cavéoles. Ces cavéoles présentent une... Non, je ne vais pas commencer comme ça. On va dire que le réticulum endoplasmique est localisé sous les cavéoles. Vous le voyez ici. Comme on le voit là.
Donc on retrouve sous les cavéoles le réticulum endoplasmique, mais ce réticulum endoplasmique est beaucoup moins développé que dans le muscle strié. Là, on n'a pas de sarcoplasme, hein. On n'a pas de sarcomère, je vais y arriver. Donc, on parle de réticulum endoplasmique. Et ce réticulum endoplasmique, c'est également le stock de calcium interne. Donc, on voit là encore un aspect qui tend à démontrer que ces cellules sont un peu des cellules striées primitives. Là, vous avez l'explication multi-unitaire ou unitaire. Donc, nous, on va avoir un muscle unitaire. Muscle unitaire, donc cette diapo ne fonctionne pas, c'est ce que j'ai vu. Ce muscle unitaire donc, est constitué de cellules qui sont connectées entre elles par des jonctions communicantes. Donc, les cellules sont connectées entre elles par des jonctions communicantes qui permettent la propagation d'une excitabilité. Alors, la contraction de cette cellule lisse est très spécifique et très différente du muscle strié. La contraction nécessite une augmentation du calcium intracellulaire. On voit ici. Ce calcium va provenir soit du milieu externe, soit via des canaux ioniques au calcium, sensibles à des ligands. Donc, ce calcium provient du milieu extracellulaire, via des canaux ioniques calcium spécifiques activés par des ligands, ou des canaux calciques activés par des changements de potentiel de la cellule. C'est les plus importants. Donc, ça peut provenir du milieu externe par deux types de canaux, des canaux qui sont activés par des ligands, donc le canal s'ouvre si le ligand stimule un récepteur, et puis on a des canaux qui, eux, vont être activés lorsqu'il y a un changement de potentiel au niveau de la cellule. Donc, s'il y a un changement de potentiel, le canal s'ouvre et le calcium va rentrer. La troisième voie d'augmentation du calcium, c'est le réticulum endoplasmique, via des canaux calciques du réticulum endoplasmique que l'on appelle les récepteurs à l'inositol 3-phosphate. Qu'on appelle encore récepteur à l'IP3, qui est en fait un canal calcique du réticulum endoplasmique. Alors, d'où provient cet IP3 ? Eh bien, en fait, cet IP3 va provenir de l'activité de la phospholipase C, membranaire, qui transforme les phosphoinositides de phosphate en inositol 3-phosphate plus diacylglycérol. Et ce système est activé par des récepteurs membranaires métabotropiques c'est-à-dire des récepteurs qui sont activés par une molécule qui va activer une protéine G, et cette protéine G va activer la phospholipase C. Donc voilà comment, et donc ça va produire du diacylglycérol et de l'inositol 3-phosphate, et cet inositol 3-phosphate va libérer le calcium contenu dans les stocks internes.
Donc 3 voies hein, d'augmentation du calcium, des canaux membranaires ou les récepteurs IP3 et les stocks internes. Ce calcium n'est pas directement actif sur les protéines contractiles. On n'a pas de protéine qui reconnaît le calcium comme les troponines ou la tropomyosine. On n'a pas de troponine. On n'a pas de tropomyosine, qui sont des protéines qui contrôlent l'interaction actine-myosine dans le muscle strié. Alors, l'enzyme juste avant, c'est la phospholipase C. Ah mince, j'ai tout effacé du coup. Donc la phospholipase C, c'est une enzyme membranaire que vous avez peut-être vu ou que vous verrez en bioche ou en biologie cellulaire. C'est une enzyme qui est activée par des récepteurs métabotropiques, c'est-à-dire les récepteurs métabotropiques, c'est des récepteurs qui activent des protéines qu'on appelle protéines G. Donc la molécule se fixe sur le récepteur, ça active cette protéine G, et cette protéine G va activer la phospholipase C. Et à partir des phosphates inositides, 2 phosphates de la membrane, cette phospholipase C va produire de l'inositol 3-phosphate et du diacylglycérol. C'est ça qu'il vous faut retenir, c'est que ça va permettre de produire de l'inositol 3-phosphate ou IP3. Et c'est ce qui va activer les canaux à l'IP3 du réticulum endoplasmique. Donc, je vous disais qu'une fois que ce calcium est augmenté, dans le muscle strié, ce calcium il est reconnu par des protéines, troponines et tropomyosine, mais ces protéines, elles n'existent pas dans le muscle lisse. Donc ici, dans le muscle lisse, le calcium, il va être détecté, il va former un complexe, plus exactement, avec la calmoduline. Et c'est le complexe calcium-calmoduline qui va activer une enzyme, la myosine light chain kinase, ou MLCK. Donc le couple calcium-calmoduline va activer la myosine light chain kinase, ou MLCK. Donc la kinase des chaînes légères de myosine. Et donc cette kinase, comme toute kinase, elle va phosphoryler. Et elle va phosphoryler la myosine. Et lorsque la myosine est phosphorylée, elle peut interagir avec l'actine. L'actine peut coulisser et donc on peut avoir contraction de la cellule musculaire lisse. D'accord ? Donc le calcium augmente, il forme un complexe avec la calmoduline, oui, pardon. Le complexe calcium-calmoduline va activer une enzyme, la myosine light chain kinase, qui est une kinase, donc une enzyme phosphorylante, qui va phosphoryler la myosine. Et cette phosphorylation de la myosine va permettre son interaction avec l'actine. Et donc, on va avoir un glissement du filament d'actine sur la myosine. Et donc, ça raccourcit le faisceau entre 2 cordances. Et ça permet la contraction de la cellule musculaire lisse. C'est ce que vous avez donc ici de résumé. Et donc, pour la contraction de la cellule musculaire lisse, vous avez ici une étape enzymatique
qui est beaucoup plus lente que ce qui se passe sur le muscle cardiaque et strié. Et donc, ça va être la deuxième caractéristique de la contraction de la cellule musculaire lisse. C'est une contraction lente. Ouais, j'ai pas mis tout ce que j'avais en fait. Tant pis. Bon, du coup, peut-être que j'introduirai certains concepts dans le système digestif. Je pense avoir tout mis sur la cellule musculaire lisse ici, et ce n'est pas le cas. Voilà, vous avez un résumé du fonctionnement de la cellule musculaire lisse. Et donc, on va passer à 4C, structure du système vasculaire. On a vu l'anatomie, on a vu la cellule musculaire lisse, et maintenant on va voir la structure de ce système vasculaire. Et on va voir son ultrastructure macroscopique. Alors, on va avoir une histologie relativement respectée des vaisseaux que l'on va retrouver au niveau artériel et au niveau des veines. Donc, on a une structure respectée qui correspond en fait à plusieurs couches. C'est ce qu'on voit ici. On voit qu'on a différentes couches. Et en fait, on va retrouver grosso modo les mêmes couches au niveau veineux. Alors, ces couches, lorsqu'on part de la lumière du vaisseau, comme d'ici, elles vont être d'abord une couche endothéliale. Je sors quand même une cour pour rien oublier. Donc, on va avoir une couche de cellules endothéliales ici qu'on appelle l'intima. On voit peut-être mieux sur ce document. Voilà. Là, donc, vous avez l'intima. Alors, cette couche endothéliale, elle va réduire la friction entre le sang et les vaisseaux, la paroi des vaisseaux. Mais on verra que cette couche endothéliale, elle va jouer un rôle beaucoup plus important au niveau des artérioles. Et on en reparlera tout à l'heure. La deuxième couche, c'est la couche moyenne que vous avez ici. Cette couche moyenne, on dit que c'est la média. Cette couche moyenne, elle contient des cellules musculaires lisses et des fibres élastiques. Cette couche moyenne est régie par des fibres nerveuses qui vont contrôler l'activité des cellules musculaires lisses. Cette innervation est principalement sympathique. Donc, on a principalement une innervation par le système sympathique. Le système parasympathique va innerver essentiellement les organes génitaux, enfin les vaisseaux des organes génitaux.
C'est cette couche musculaire qui va être à l'origine des processus de vasoconstriction et de vasodilatation. Dernière couche, cette couche blanche que vous avez ici, qui est la couche externe, qu'on appelle tunique externe ou externa. Cette couche externe, elle est constituée de tissus conjonctifs et de fibres de collagène. Cette couche externe, elle va en particulier ancrer les vaisseaux, comme on le voit ici, aux structures environnantes. Elle a donc un rôle protecteur et un rôle structurant. Cette couche externe, elle va être parcourue par des neurofibres du système végétatif et des minuscules vaisseaux qui vont permettre d'irriguer en particulier la tunique moyenne. Si je répète à tous ceux qui ont bugué. Donc, je répète que cette couche musculaire est innervée par le système sympathique. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, le système sympathique est excitateur, c'est-à-dire qu'il va provoquer des processus de vasoconstriction. Le système parasympathique innerve essentiellement les vaisseaux des organes génitaux. Et le système parasympathique est inhibiteur. Donc, on va retrouver cette structure. À noter qu'on va avoir au niveau des veines, on en reparlera, une spécialisation qui correspond aux valvules, qui sont des extensions de la couche endothéliale. Alors, suivant le type de vaisseau, on va avoir une adaptation de cette structure, comme on peut le voir ici. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart des structures sont conservées le long des segments. Ici, artère élastique, musculaire, artériole. On voit qu'on a les trois couches. La composition en particulier de la couche moyenne, tissu élastique et muscle lisse, c'est-à-dire bleu-rouge ici, va jouer un rôle important dans les propriétés du vaisseau. Par contre, cette structure ne sera pas conservée au niveau des capillaires, comme on le voit ici. Les capillaires sont formés d'une simple couche de cellules endothéliales enchevêtrées dans la matrice externe de collagène. Alors, de ces deux, on va commencer par les artères. Alors, on va distinguer deux grands types d'artères. Le premier type, de C2A. Yes, what's that? Ça, j'ai déjà dit. Donc, 2C2A, les artères élastiques. Alors, les artères élastiques sont les grosses artères à la sortie du cœur. Donc, les artères élastiques sont les artères à la sortie du cœur. Ce sont des artères dites élastiques, car on va trouver dans la couche moyenne que vous avez ici, qui est schématisée ici, les cellules musculaires lisses et de nombreuses fibres élastiques ou lames élastiques.
Et donc, comme on le voit ici, sur une artère élastique, le tissu élastique correspond à une composante importante de la couche moyenne. Et donc, forme ces lames élastiques dans lesquelles on va retrouver donc, ces couches de cellules musculaires lisses. Donc, on a des lames élastiques dans lesquelles sont insérées les cellules musculaires lisses. Ces fibres élastiques vont conférer à ces artères élastiques une certaine compliance. C'est-à-dire la propriété de se déformer et de restaurer la force correspondant à cette déformation. Donc la compliance, c'est une propriété. C'est la propriété qu'a une structure de se déformer et de restaurer la force qui est à l'origine de sa déformation. Exemple, d'habitude ce n'était pas pratique, mais là c'est pratique. L'élastique de mon masque, ici, a une grande compliance. C'est-à-dire que je peux l'étirer, et si je l'échappe, il revient à sa position initiale, il restaure la force qui a participé à sa déformation. Ça, c'est la compliance. Si je prends maintenant ce truc-là, eh bien, vous voyez que si je tire dessus, je ne le déforme pratiquement pas, heureusement. Ou je peux éventuellement l'ouvrir ici. Et quand je le relâche, vous voyez que ça reste ouvert. Je n'ai pas de compliance. D'accord ? Ce système, enfin, cette structure est incapable de restaurer la force qui le déforme. Alors que l'élastique restaure la force qui a induit une déformation. Alors ça, c'est très important pour les artères élastiques. En effet, lorsque le sang va être éjecté dans ces artères élastiques, ces artères vont se dilater de par la force de projection. C'est ce que vous avez ici. Le sang est projeté, l'artère se dilate de par cette projection du sang. Et ceci parce que l'artère est élastique. Sinon, ça ne se dilaterait pas, ça pèterait. D'accord ? Lorsque le cœur va être en diastole, les valves se ferment et je n'ai plus d'éjection de sang. Donc, la circulation sanguine devrait être périodique. Ce qui, évidemment, n'est pas compatible avec la survie de l'individu. Eh bien, l'artère élastique va restaurer la force qui a induit sa déformation. Cette force ici, vous voyez qu'elle la restaure. Et donc, ça va permettre de pousser le sang et d'assurer donc une circulation continue. Donc, l'artère élastique se déforme et quand on est en diastole, elle revient à sa position initiale et du coup, elle pousse sur le sang qui est contenu dans le segment. Et donc, ça assure une circulation continue. Alors, cette élasticité, comme on le voit ici, elle diminue avec l'âge. Ici, vous avez la déformation en fonction de la pression à 20 ans, ici à 71 ans. Donc, vous voyez que vous avez une perte d'élasticité qui correspond en fait à une rigidité accrue du vaisseau élastique et qui va participer à une moins bonne irrigation chez la personne âgée. Il y a une moins bonne circulation.
Deuxième type d'artères, les artères musculaires. 4C2B, artères musculaires. Alors pour ces artères musculaires, on va voir, c'est ce que vous avez ici, peu de fibres élastiques dans la couche moyenne, c'est-à-dire que les cellules musculaires lisses sont largement prédominantes. Donc ce sont des petites artères distributrices peu impliquées dans la compliance, qui par contre vont être des lieux très importants dans la vasoconstriction et dans l'augmentation de la résistance périphérique. La résistance périphérique, c'est la résistance due au vaisseau. Vous avez des vaisseaux, des artères comme ça. Qui se subdivisent. Et donc, évidemment, quand vous introduisez du sang ici, vous allez avoir une certaine résistance à l'écoulement du sang. Et plus vous allez avoir de bifurcation, plus il va falloir appliquer une force importante pour faire circuler le sang. Et donc, ça, c'est la résistance périphérique. D'accord ? Si vous avez des processus de vasoconstriction, eh bien, le sang va avoir encore plus de mal à circuler. Donc, il faudra augmenter encore la force. Et la résistance périphérique est augmentée. D'accord ? Donc, lorsque vous avez une vasoconstriction, un rétrécissement, vous allez avoir une augmentation de cette résistance périphérique. Ça va résister à l'écoulement du sang. Ces processus de vasoconstriction et de vasodilatation vont mettre en jeu le système sympathique. L'activation du système sympathique va entraîner une vasoconstriction. Une diminution de l'activation sympathique va entraîner une moindre vasoconstriction. Et au niveau des organes génitaux, la stimulation parasympathique va entraîner une vasodilatation. Pour les autres portions artérielles, quels sont les processus qui vont être à l'origine de la vasodilatation ? D'une part, on va avoir une diminution du tonus sympathique, comme on l'a dit, mais on n'a pas d'innervation parasympathique. Et donc, pendant longtemps, ça a été une question qui s'est posée. On comprenait comment se faisait la vasoconstriction périphérique, mais on ne comprenait pas bien comment se faisait la vasodilatation. On savait par contre que l'acétylcholine, comme on le voit ici, normalement provoque une vasodilatation. Ici, on applique de la noradrénaline, vous avez une contraction du vaisseau. Et si on applique de l'acétylcholine, on voit qu'on a une diminution de cette contraction. Donc, a priori, l'acétylcholine est vasodilatateur. Sauf qu'on n'a pas d'innervation parasympathique sur l'ensemble du réseau. Et en fait, c'est les manips de Furchgott. Je crois que je l'avais là, mais je ne l'ai pas. J'ai oublié de le marquer, c'est ça quand on fait ces cours. Donc, c'est Furchgott. C'est un Allemand, je crois que c'est dans les années 80, tout début, ou fin de 76, je ne sais plus exactement la date. Donc, c'est les manips de Furchgott qui ont permis d'expliquer ce phénomène de vasodilatation.
Et en fait, ces manips de Furch-Gott ont démontré que si on n'avait pas la couche endothéliale, ici on a juste la couche musculaire, on n'a plus cette couche endothéliale, et bien lorsqu'on n'a plus la couche endothéliale, endothelium removed, eh bien l'acétylcholine results in contraction. C'est-à-dire que vous avez une contraction à la place d'avoir une relaxation. Et donc, grâce à ces manips de Furch-Gott, on a commencé à comprendre le rôle fondamental des cellules endothéliales, des artères, dans les processus de vasodilatation. C'est ce qui est résumé ici. Ici, vous avez la cellule endothéliale. Ici, vous avez la cellule musculaire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, la cellule endothéliale va être récepteur d'un certain nombre d'informations circulantes qui vont entraîner l'activation de différents systèmes enzymatiques, en particulier la NO-synthase, qui va synthétiser le monoxyde d'azote ou NO, vous avez ici, qui va entraîner une vasodilatation de la cellule musculaire lisse. Monsieur, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Donc la cellule musculaire, la cellule endothéliale va être récepteur d'un certain nombre de messagers, bradykinine, etc., qui vont activer des systèmes enzymatiques, en particulier la NO-synthase. NO-synthase, c'est endothélium NO, monoxyde d'azote, synthase. Donc, c'est une enzyme qui va synthétiser le monoxyde d'azote ou NO. Et ce NO est libéré et va agir sur les cellules musculaires lisses et provoquer la vasodilatation. Et l'acétylcholine est un activateur de ce système. On a d'autres systèmes qui, eux, vont être activateurs de la vasoconstriction, avec une libération d'endothéline 1 qui va provoquer la vasoconstriction. Et donc, on voit le concept où la cellule endothéliale n'est plus simplement une cellule qui va protéger contre des processus de friction, donc joue un rôle dans l'écoulement du sang, dans les propriétés d'écoulement des liquides, mais on voit que la cellule endothéliale va être une cellule régulatrice de l'activité contractile de la musculature lisse. Et ce, en fonction de facteurs locaux qui correspondent en fait à des facteurs circulants libérés par les cellules suite à des conditions physiologiques spéciales. Donc les deux plus importants, c'est le NO, avec la NO-synthase, pour la relaxation, et le système Etche, avec l'endothéline 1, responsable de la vasoconstriction. On l'a encore ici. Donc là, oui, j'ai mis celle-là pour que vous ayez un certain nombre d'activateurs. Bradykinine, qui est sécrété par le cœur. ADP, ATP, vous voyez. Endothéline, sérotonine. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre de messagers qui vont être des modulateurs du NO, de la NO-synthase, qu'on appelle encore EDRNF-NO. Endothelium Relaxin Factor, qui est en fait le NO. Et donc ce NO, vous voyez, va jouer un rôle sur la contraction de la musculature lisse, mais va jouer des rôles plus importants encore. Il y a des rôles sur la prolifération des cellules musculaires lisses. Ça va jouer un rôle dans l'agrégation plaquettaire, dans l'oxydation du cholestérol light, donc le plus malsain,
dans l'adhésion des monocytes et des plaquettes, donc dans la formation des thrombus. Donc vous voyez que ce système va jouer un rôle fondamental finalement au niveau de la physiologie des vaisseaux. Oui, c'est l'endothéline qui provoque une vasoconstriction. Et vous voyez que vous allez avoir des activations de seconds messagers différents entre endothéline et bradykinin, etc. Donc, vous, surtout, ce qu'il vous faut retenir, c'est que la cellule endothéliale est un régulateur de la cellule musculaire lisse et que la voie du Héno va jouer un rôle fondamental dans le processus de relaxation. 4C3 capillaire. Or, la tunique externe et la tunique moyenne vont disparaître au niveau des capillaires, qui sont les plus petits vaisseaux sanguins. Ici, vous avez une artériole. Au niveau d'une artériole, on a l'endothélium, on a encore les cellules musculaires lisses, même si on en a une faible couche. On a également une couche externe. Par contre, au niveau des capillaires, on va avoir une simple couche de cellules endothéliales. Le tout enchâssé dans la matrice extracellulaire de collagène. On voit ici ces capillaires. Ici, on voit les globules rouges dans ces capillaires. Donc, vous voyez que ces capillaires sont extrêmement fins. Et donc, le diamètre de ces capillaires est juste suffisant pour laisser passer ces globules rouges. Et donc, vous voyez que la circulation va être très lente au niveau de ces capillaires, ce qui va favoriser évidemment les échanges. Vous comprenez également que la pression va fortement diminuer dans ces vaisseaux, dans ces capillaires. Alors, on va distinguer deux grands types de capillaires, les capillaires dits fenestrés et les capillaires non fenestrés. Alors, pour les capillaires fenestrés, on va trouver des sortes de trous, des fenêtres avec des diaphragmes, c'est-à-dire une membrane plus ou moins complète. On le voit ici en microscopie électronique, on voit cette structure, on a l'impression qu'il y a comme des trous ici. Et donc, ces capillaires fenestrés vont favoriser les échanges. Et on va les trouver au niveau de tissus, on a des échanges importants au niveau du rein et surtout au niveau de l'intestin grêle. On oppose à ces capillaires fenestrés les capillaires non fenestrés qui peuvent être discontinus, c'est-à-dire qu'on a peu de jonctions serrées entre les cellules, ou qui peuvent être continues, c'est-à-dire que là, on a des jonctions serrées totalement fonctionnelles. Et l'image, enfin, l'illustration typique du capillaire continu est le moins perméable possible, c'est la barrière hémato-cérébrale. Au niveau de la barrière hémato-cérébrale, les échanges ne peuvent se faire qu'à travers les cellules endothéliales. Donc, en majorité, on va avoir des capillaires discontinus ou continus, et les capillaires fenestrés seulement dans des régions bien particulières. Alors, ces capillaires vont permettre les échanges entre le système sanguin et le tissu. Ces échanges vont pouvoir se faire par diffusion pour les gaz et les substances liposolubles. Soit à travers le pore, s'il y a des fenestrations, soit par la fente intercellulaire, voire par diffusion directe. Pour les gaz, ça peut passer à tous les niveaux. On peut avoir
des échanges grâce aux fentes intercellulaires. C'est ce que l'on a ici, pour les petits solutés et les liquides. Principalement, ions et liquides. Ou au niveau des fenestrations, liquides et petits solutés. Attention, hein, ces fenestrations, c'est quelques microns, hein, ça ne permet pas le passage des grosses protéines, par exemple. C'est ce qu'on va trouver donc, au niveau de l'intestin grêle ou du rein. Et puis sinon, les échanges vont se faire à travers les cellules endothéliales par des systèmes d'endocytose avec des vésicules. Deux forces vont déterminer la sortie ou l'entrée de liquide dans les capillaires, puisque vous avez compris que ça va être surtout les liquides et les ions qui vont pouvoir être échangés. La pression sanguine, exercée par le sang sur la paroi, et la pression osmotique. Alors la pression sanguine, elle diminue évidemment entre le début du capillaire et la fin du capillaire. Vous voyez que cette pression sanguine est très faible. On en reparlera plus tard. Je suis assez en retard dans ce coup. Parce qu'il y a 35 mm de mercure en début du capillaire et de 16 mm de mercure à la fin du capillaire. La pression osmotique, eh bien, elle est équivalente entre le liquide interstitiel et le sang, 300 milliosmoles. Par contre, ce qui est très différent, c'est la pression oncotique due aux protéines. Et donc, les protéines vont jouer un rôle fondamental dans ces échanges. En effet, le sang va être hypertonique par rapport au liquide interstitiel, principalement à cause des protéines. On va donc avoir une pression osmotique qui va être dirigée vers l'intérieur des capillaires, puisque la pression du sang est légèrement hypertonique par rapport au liquide interstitiel. La pression oncotique ici est supérieure à la pression que l'on a ici. Et donc la pression osmotique va être favorable à un mouvement d'osmose vers le vaisseau. Donc les deux vont se combiner, la pression sanguine et la pression osmotique. Et donc, au niveau initial, la pression nette va être favorable à un phénomène de filtration. Et au niveau terminal du capillaire, la pression nette est favorable à une absorption d'eau dans la circulation. C'est ce qui est ici. Là, vous allez avoir une nette filtration et là, une nette absorption des liquides. Voilà comment vont se faire les échanges de liquides. Pour les molécules, celles qui peuvent diffuser, ça va dépendre essentiellement des gradients de concentration. Les gaz, ça va être un gradient de concentration qui va être favorable à une entrée, à un flux d'oxygène de la circulation vers le tissu. Et pour le CO2, le gradient va être favorable à une diffusion du CO2 du tissu vers le système sanguin. Donc là, c'est les gradients de concentration qui vont jouer sur ces diffusions. Mais pour les liquides, vous voyez que ça va dépendre de la pression sanguine et de la pression oncotique qui joue sur la pression osmotique. Et donc, vous allez avoir filtration puis absorption. Alors, les capillaires ne sont pas libres. Vous n'avez pas une artériole, un capillaire et puis une veine. Les capillaires vont être structurés sous la forme de
lit capillaire que vous avez ici. Et la circulation du sang dans le lit capillaire est limitée par les sphincters précapillaires. Je crois que j'ai une... Ah non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus plutôt. Donc là, on a des sphincters au niveau de ces lits capillaires. Et c'est ces sphincters qui vont contrôler la circulation du sang dans le lit capillaire. Donc, si le tissu est très oxygéné, par exemple, qu'il n'a pas besoin d'être très irrigué, eh bien, ces sphincters vont être plutôt fermés. Et la relaxation de ces sphincters va dépendre de la couche endothéliale. Donc, si le tissu est en souffrance, on va avoir une libération d'un certain nombre de molécules qui vont activer les cellules endothéliales et qui vont activer la relaxation de ces sphincters précapillaires. D'accord ? Quatre des quatre, les veines. Alors, les veines correspondent au retour de sang. On parle de système capacitif, car les veines correspondent au plus gros volume sanguin. « 65% du sang se trouve au niveau des veines. Alors, ces veines, évidemment, sont un système à basse pression, puisqu'on est à la sortie des capillaires. Donc, vous voyez que la pression est très faible. Donc, on parle de système à basse pression. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir un système très résistant. Et donc, la couche moyenne musculaire est peu épaisse. Par contre, la couche externe est souvent plus épaisse qu'au niveau des artères. Et surtout plus épaisse que la couche moyenne. Donc, finalement, une veine, ça va être en quelque sorte plus élastique que l'artère, mais tout simplement parce que la couche musculaire est plus faible. Et donc, elles sont plus déformables, bien évidemment, que les artères. La couche interne va avoir des développements, comme on le voit ici, qui correspondent aux valvules. Le retour veineux du sang va se faire suivant plusieurs mécanismes. Alors même si la pression sanguine est faible dans les veines, à la sortie des capillaires, elle n'est pas nulle, alors que dans l'oreillette droite du cœur, elle est nulle au repos. Donc on a un gradient de pression. On a un gradient de pression qui va permettre le retour du sang des veines vers le cœur. Mais ce gradient de pression n'est pas suffisant pour le retour veineux. Et donc, on va voir deux autres systèmes qui vont participer à ce retour veineux, outre le gradient de pression. Le premier, c'est la pompe musculaire. Donc, le premier système, c'est la pompe musculaire. La contraction des muscles striés va induire un écrasement des segments veineux et donc la propulsion du sang contenu dans ces segments. Donc, la contraction des muscles striés va engendrer une contraction. Non, la contraction des muscles striés va engendrer un écrasement, des segments veineux, ce qui va propulser le sang dans ce segment veineux. Cette propulsion, elle va être unidirectionnelle vers le cœur grâce aux valvules.
Si on n'avait pas les valvules, eh bien, si on écrase ce segment, le sang irait là et là. Par contre, du fait qu'on a les valvules, le sang ne peut pas refluer. Et donc, quand on écrase ce segment, le sang est projeté vers le cœur. Donc, les valvules vont participer à ce retour du sang vers le cœur. Donc, on voit l'importance d'une bonne musculature sur le retour veineux, en particulier pour les membres inférieurs. Alors ici, on voit... Ça ne marche plus, ça. Voilà. Donc voilà, si on écrase le segment, le sang est propulsé, il ouvre les valvules et les valvules se referment. Ces valvules peuvent être déficientes, c'est ce que l'on voit ici. Ça va donner lieu à des fuites sanguines et à des stagnations de sang. C'est ce qui correspond aux varices. Les varices, c'est une déficience de retour veineux. Donc, on a le gradient de pression, on a les mouvements musculaires, la pompe musculaire, et puis on va avoir un troisième système qui va participer à ce retour veineux, qui sont les mouvements respiratoires. Lors de l'inspiration, on va avoir une dépression dans la cavité thoracique et une surpression dans la cavité abdominale. Cette surpression, elle va aspirer en quelque sorte le sang vers la cage thoracique. C'est ce qui correspond donc à la pompe respiratoire. Donc ces trois systèmes, gradient de pression, pompe musculaire et pompe respiratoire, vont permettre au sang de revenir via les veines caves inférieures et via la veine cave supérieure à l'oreillette droite. Donc là, comme je vous l'ai dit, une mauvaise fermeture des valvules entraîne une accumulation de sang dans les veines et c'est ce qui donne lieu donc aux varices que l'on voit ici, qui est une dilatation en fait excessive des veines. Ah ben voilà, il semblait bien que j'avais mis ça quelque part. Donc je mettrai ça plus haut. C'est ce qui correspond donc aux veines du cœur, aux veines de la circulation coronarienne. Je ne vois pas pourquoi c'est resté à ce niveau-là. Je vous le mettrai à la bonne place. Est-ce que j'ai tout dit sur ce système veineux? Je pense. Et on va passer à 5, système lymphatique. Et là, on va passer très rapidement parce que normalement, j'aurais déjà dû commencer le système digestif. J'ai pourtant renié mon cours. Mais... Alors, 5, système lymphatique. Alors, il existe un deuxième système circulatoire. Et ce deuxième système circulatoire, c'est le système lymphatique. Ce système lymphatique, il comprend les vaisseaux lymphatiques, les ganglions lymphatiques, les canaux lymphatiques et le canal thoracique. Alors, les vaisseaux lymphatiques sont des petits vaisseaux. Voilà. Que l'on va retrouver au niveau du milieu extracellulaire et qui est formé de cellules endothéliales en vert qui se chevauchent. Donc, ces vaisseaux sont formés de cellules endothéliales qui se chevauchent et qui sont juste ancrés
à la matrice extracellulaire. Vous voyez, ces cellules sont ancrées à la matrice extracellulaire de collagène. Et donc, vu que ces cellules se chevauchent, ces vaisseaux sont très poreux. Lorsque la pression du liquide extracellulaire augmente, suite à des sécrétions de protéines, par exemple, ou suite à de fortes concentrations en lipides. Donc, lorsque ce milieu extracellulaire présente une augmentation de son osmolarité, c'est-à-dire que des protéines sont excrétées, des lipides sont libérés, suite à l'absorption en particulier, eh bien, ces cellules endothéliales vont se disjoindre et le liquide interstitiel va s'écouler dans le vaisseau lymphatique et prendra alors le nom de lymphe. Donc la lymphe, qu'est-ce que c'est? C'est du liquide extracellulaire, hein. Donc c'est un milieu ionique, mais c'est un milieu qui contient pas mal de protéines et de lipides, voire des débris cellulaires, voire des cellules. Donc je l'avais là. Donc la lymphe va s'écouler. Oui. Lorsque la pression du liquide extracellulaire augmente, les cellules endothéliales ici vont se disjoindre, hein, ça va pousser sur ces cellules, et donc le liquide va s'écouler dans les vaisseaux lymphatiques. Et alors, on va parler de lymphe. Donc, la lymphe, c'est du liquide interstitiel, mais plus des protéines, plus des lipides, c'est très riche en lipides, qui sont dus à l'absorption, et c'est riche également en débris cellulaires, voire en cellules. La lymphe, c'est un des mécanismes de métastase au niveau cancéreux. Cette lymphe, je regarde, non. Donc, cette lymphe, elle va se déverser donc dans les capillaires lymphatiques, dans les vaisseaux lymphatiques, et va être épurée au niveau des ganglions lymphatiques. Donc cette lymphe va être épurée au niveau des ganglions lymphatiques. Alors on va trouver des chaînes ganglionnaires comme ça au niveau de tous les organes. Et on va avoir 3 régions de forte concentration de ganglions lymphatiques à la base du cou, au niveau des aisselles et au niveau de l'aine. On a 3 régions de forte concentration des ganglions lymphatiques au niveau de la base du cou, au niveau de l'aine et au niveau des aisselles. Mais on a également des ganglions, des chaînes ganglionnaires au niveau de chaque organe. Alors ces ganglions, c'est quoi? Ce sont des structures encapsulées avec des cavités. On voit ces cavités là. On voit qu'on a une capsule externe. Donc c'est une structure encapsulée avec des cavités internes dans lesquelles on va trouver du tissu lymphoïde qui va produire des lymphocytes et des macrophages.
Et donc, les lymphocytes vont pouvoir permettre le développement d'une réponse immunitaire si on a une infection, enfin si on a des agents pathogènes. Donc le tissu lymphoïde va permettre de déclencher une réponse immunitaire. Et les macrophages vont permettre de détruire les éléments cellulaires, etc. Donc ça va permettre d'épurer la lymphe. La circulation est très faible dans les ganglions, puisqu'on a 2 entrées et une seule sortie. Donc on a un ralentissement dans ces ganglions qui vont permettre l'immunité et l'activité des macrophages. Cette lymphe va être déversée dans la circulation générale au niveau de l'intersection entre la veine subclavière et jugulaire droite. Donc cette lymphe, elle va être déversée dans la circulation sanguine au niveau de l'intersection entre la veine subclavière et la veine jugulaire droite. Là, on a la veine jugulaire qui arrive, la veine subclavière qui arrive, et donc ça se déverse à ce niveau-là. Donc, le système lymphatique a un processus de défense de l'organisme. Il permet l'activation de la réponse immunitaire. Et c'est quand on a cette réponse immunitaire qu'on va détecter les ganglions. Les ganglions sont enchâssés dans du tissu conjonctif. Donc, on ne les détecte pas dans les conditions normales. Et s'il y a infection au niveau des ganglions, eh bien, ça va les rendre douloureux. Et on va pouvoir les détecter. C'est ce qui se passe lorsque vous avez une infection. Au niveau du cou, vous allez avoir des ganglions. C'est-à-dire qu'il y a une réponse immunitaire qui se développe au niveau des ganglions. Donc, ça va être un élément majeur du système immunitaire de l'individu. Il y a un élément important dans la cicatrisation des tissus. Et donc, comme je vous l'ai dit, le liquide interstitiel s'appelle la lymphe, translucide. Quand vous faites une blessure, vous avez un liquide translucide, un peu graisseux, eh bien c'est la lymphe. Alors, à l'origine du sang, c'est mon collègue qui a mis ça, mais ce n'est pas à l'origine du sang, la lymphe. Ça participe à la composition du sang cellulaire. Et 6, je sais qu'on arrive au fin du temps, quelques éléments de la physiologie du système vasculaire. L'hémoglobine, normalement, vous l'avez vu dans la respiration. Vous me confirmez que vous avez vu l'hémoglobine dans le cours sur la respiration? On n'a pas encore eu le cours sur la respiration. Normalement, c'est prévu que vous le voyez dans la respiration. Et on dira la prochaine fois, tant pis, on est en retard de 20 minutes. Quelques éléments de la pression sanguine. Et je crois que c'est tout. Ouais, donc on devra y arriver. Okay. Donc on finira sur la pression sanguine et on passera au cours sur le système digestif la semaine prochaine. D'accord? D'accord, merci, au revoir, bonne journée. Moi, je vous mettrai ce cours, cette visio sur l'application Pod pour que vous puissiez y avoir accès. Merci et donc bonne soirée, bonne fin de journée et donc à la semaine prochaine pour la suite de ce cours.